Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée ce jour aux États-Unis et notamment à sa politique internationale et avec aussi quelques observations sur le plan national. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec deux amis, Monsieur le Président Jacques Sopelsa et Michael Kurtli qui sont en ligne en direct de Paris. Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour Abdelatif, Bonjour Abdelatif, ici Michael, heureux d'y être. Écoutez, le plaisir est pour nous et pour l'ensemble de notre auditoire. Sincèrement, c'est un joli plateau ce jour. La politique internationale des États-Unis, mais aussi ce qui se passe sur le plan interne. Et il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Jacques Sopelsa est président de l'Académie internationale de géopolitique à Paris, ex-président de la Sorbonne, maire adjoint de la 5e arrondissement de Paris. Et Michael Kurtli, c'est un observateur international, expert en géopolitique et journaliste américain, spécialiste de l'Afrique et le monde arabe, consultant international. Ma première question, si vous permettez, Monsieur le Président. On a l'impression, depuis l'affaire de l'assassinat de l'opposant saoudien Jamal Khashoggi, que les valeurs morales ne font plus le poids face aux intérêts économiques. Comment peut-on appeler cela? Opportunisme politique? Raison du plus riche? Réalisme politique? Ou est-ce le fait du seul président Donald Trump? Oui, merci Abdelatif. Au risque d'étonner vos auditeurs, je vais nuancer ma réponse. Dans la mesure où, pour d'ailleurs plusieurs raisons. D'abord, je réponds tout de suite au dire est-ce que c'est Donald Trump? Non. Certes, c'est évident, la politique du président Trump montre bien ici ou là, et ici et là, que les valeurs morales sont, sinon bafouées, encore que, mais passent très souvent en arrière-plan par rapport aux considérations classiques. En réalité, je crois que M. Trump ne fait pas preuve d'originalité. Au niveau de la forme aussi, sa brutalité est évidente. Il est très brutal au niveau de la forme, mais au niveau du fond, il ne fait que pérenniser, à mon sens, la donne de la réelle politique. Je prends quelques exemples. Vous citez l'assassinat de ce malheureux journaliste qui n'empêche pas les États-Unis de multiplier les États-Unis et d'autres pays, par ailleurs, de faire passer les intérêts politiques, stratégiques et économiques avant les valeurs morales. C'est malheureusement pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en particulier sous le soleil américain. Je ne veux pas abreuver nos auditeurs d'exemples, mais je prendrai, il m'arrive, j'ai à la mémoire deux exemples tout à fait retentissants. Notre vieil ami Jimmy Carter, Rhino de Best, le démocrate, d'une quarantaine d'années désormais, avait dénoncé, au titre des valeurs morales, des droits de l'homme, etc., avait dénoncé, par exemple, l'intrusion de l'armée rouge en Afghanistan en décembre 1979, si j'ai bonne mémoire. Et puis, le boycott des Jeux Olympiques, etc., etc. Ça n'a pas empêché que quelques mois après, des manifestations des hommes, des grands farmers américains de l'agribusiness, qui ont fait comprendre à Jimmy Carter que tout ceci c'était bien gentil, mais qu'il fallait se souvenir que l'Union soviétique était le premier pays importateur de céréales des Américains. Bref, je ferme la parenthèse et on pourrait multiplier ces exemples à volo. Monsieur Trump, je le répète volontairement, au niveau de la forme, et c'est un euphémisme très original par sa brutalité, en particulier cette caricature d'ex-homme d'affaires, mais qu'en réalité, il ne fait que pérenniser un thème qui est malheureusement, à l'échelle de l'humanité, désormais une constante. Les valeurs morales sont trop souvent bafouées. Écoutez, Monsieur le Président, les choses sont claires sur ce plan moral. La question qui va être aussi transmise à Monsieur Michael Kurtli, qui est ici à l'écoute aussi, qui est en relation avec la première question, et ça sur un plan plus pratique. Des traités et des alliances, Michael, internationaux sont remis en question, notamment la Syrie, l'Iran, l'OTAN, l'Arabie Saoudite, Israël, le Japon, la Chine, la France, l'Allemagne, et j'en passe. Tout a été bouleversé et donne l'impression d'un président qui
use trop de la puissance de son pays sans tenir compte des autres. Comment vous voyez cet changement américain? Chez quelques-uns, c'est brutal, mais comme il a dit Monsieur le Président, ça rentre aussi dans la logique américaine. Rebonjour Abdelatif et merci. D'abord un petit mot sur la première question. Je crois que, étant journaliste moi-même, il est évident que nous ne pouvons que déplorer en tant que journaliste que notre métier soit si menacé. Et je crois que pour rejoindre ce qu'a dit Monsieur le Président, je dirais que peut-être nous entrons dans une nouvelle ère de différentes façons. Pour revenir à ta question et pour rejoindre la première question, je crois qu'on peut dire que Trump bénéficie d'une certaine situation dans le monde où, dans un sens, il pense qu'il peut créer un chaos pour se recréer une nouvelle stratégie, une nouvelle donne. Je crois que c'est comme ça que je le vois. Si on peut dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'il y ait une stratégie. Mais moi, je pense que si on peut voir le monde ainsi, depuis la fin des années 80, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une paix relative dans le monde. Laissons de côté des questions de terrorisme, des questions de guerre qui existent dans différents coins du monde. Il n'y a pas eu de guerre entre les différentes surpuissances pendant cette période. Donc, je crois que en tout cas jusqu'à l'arrivée de Trump, la plupart de nos présidents qui ont été en place, c'est-à-dire Clinton et Bush et Obama, ils ont voulu garder une certaine attitude comme si le monde n'avait pas vraiment changé et au contraire en consolidant ces alliances à travers le monde et en repoussant en même temps, en tout cas politiquement, la Russie et la Chine, on pouvait quelque part garder cette paix relative qui durait tout autant en faisant face à des risques qui venaient de l'intégrisme et d'ailleurs. Je crois que Trump, en plus de ça, en plus du fait qu'il n'y a pas eu depuis maintenant presque 30 années une rupture de cette paix entre des grandes puissances, il bénéficie également du fait qu'il n'y a pas eu de grande crise pendant sa période, pendant son mandat jusqu'à maintenant, depuis 2 ans. Les crises qui existent dans le monde, en tout cas pour moi, ce sont dans l'ensemble des crises qu'il a créées lui-même. Même au niveau du terrorisme, il n'y a pas eu de très grande crise depuis que Trump est au pouvoir. Par rapport à la Russie, il y a eu quelques gestes questionnables de la part de Poutine. Mais dans l'ensemble, Trump bénéficie d'un monde où il n'y a pas eu de péril direct par rapport à l'Amérique. Donc, pour rejoindre la question de moralité, Trump ne voit pas ça sur un point de vue moral. Il voit ça d'un point de vue opportuniste, disons. Et cet opportunisme concerne d'abord de se référer à son prophète. Son prophète, en tant qu'homme d'affaires, il veut jouer au plus grand. Il veut donc donner l'impression qu'il joue lui-même dans le monde entier au plus grand. Et pour lui, dans ce contexte, je crois qu'on peut dire que l'OTAN, par exemple, a moins d'importance parce qu'il n'y a pas un risque réel qui se présente. Qu'est-ce que c'est une alliance militaire? Parce que à la base, l'OTAN, c'est une alliance militaire. On peut dire que l'alliance militaire ne dépend pas des traités commerciaux. Il ne dépend pas même d'un traité nucléaire avec un tiers État. Il dépend d'une impression de confiance qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'une alliance est basée sur une question de confiance. Donc aujourd'hui, Trump s'est dit que les alliés traditionnels des États-Unis, dans un certain sens, ils ont profité de cette alliance depuis très longtemps d'une façon disons, financière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contribué suffisamment pour se protéger et ils se réfèrent uniquement à la question des États-Unis pour les protéger. En même temps, c'était très souvent dans l'intérêt des États-Unis de faire cela. Donc Trump, dans tout ça, il a décidé que ce n'est pas la peine de garder ces anciennes alliances pour l'instant. Bon, évidemment,
s'il y a un grand péril qui existe dans le monde, on ne sait pas comment il va réagir. Mais je crois qu'on peut dire aujourd'hui que tout est, comme tu as dit, il y a une impression de bouleversement. Il y a aussi une impression que Trump se réfère aux dictateurs ou en tout cas aux autoritaires du monde. Et je crois que tout ça, c'est à revoir maintenant qu'il y a les démocrates au pouvoir dans le Congrès. C'est-à-dire que Trump, contrairement aux autres, il agit très, très souvent en cavalier seul afin que les autres derrière, à côté de lui, remplissent le creux en donnant plus d'informations. Donc voilà un peu comment je vois la chose. Mais j'ai une question, Michael, si tu le permets. Donc, et la Syrie dans tout ça, et ce retrait des États-Unis de la Syrie, comment peut-on l'expliquer? S'agit-il d'une tactique selon Monsieur Trump ou bien une défaite des États-Unis face à Bachar al-Assad et Poutine? Ben, je laisserai aussi Monsieur le Président répondre à cette question, mais je crois que d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que Trump, comme souvent, il a annoncé quelque chose, même sans que son équipe soit préparée et même quelquefois pas d'accord. Il a annoncé une retrait qu'il avait promis quelque part. Il a dit à son électorat que, parce que n'oublions pas qu'il se réfère presque uniquement à sa base électorale, il leur a promis que l'Amérique ne serait pas le policier du monde. Donc pour lui, de dire aujourd'hui, dans une période où cette guerre éternelle au Moyen-Orient n'a ni queue ni tête pour le président Trump, il a dit, on va retirer tout simplement des troupes de Syrie. Et il y a à vrai dire, il y a beaucoup de personnes, de spécialistes qui comprennent que les États-Unis n'ont pas un grand rôle là-bas. Il y a beaucoup de débats sur cette question. Mais pour lui, ce n'était pas la fin c'était pas la fin de sa parole. Il savait derrière ça que tous ces spécialistes, Mike Pompeo, qui est parti actuellement d'ailleurs en Moyen-Orient et qui a déclaré que la politique d'Obama était corrompue par rapport au Moyen-Orient, que la politique de l'Amérique n'a pas changé dans le sens de vouloir renverser Daesh. En tout cas, il a dit de tout et de rien. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, je crois qu'il y a une volonté de se retirer. Est-ce que ça va se faire à long terme ou à court terme? On ne sait pas. Monsieur le Président. Oui, sur le retrait, oui. Oui, sur le retrait, parce que là, il y a juste un point supplémentaire, si vous le permettez, après je vous donne la parole. Mike Pompeo ne fixe pas de calendrier. Par contre, John Bolton, le contraire. J'allais vous le dire. Et ce flou dans le retrait syrien, dans le retrait de la Syrie, comment vous nous l'expliquez, cette incohérence en matière de politique étrangère? Non, il n'y a pas d'incohérence. Si vous me le permettez, là, j'ai du mal à prendre la parole entre deux journalistes, vous êtes très bavard, c'est pas une critique, c'est une constatation. Si vous m'autorisez à dire 2 ou 3 mots. Je vous en prie. Concernant la question précédente, je suis en léger désaccord avec notre ami Michael, dans la mesure où son intervention est très, très, très révélatrice. Il est américain d'origine. Et ses propos sont effectivement c'est pas une critique, c'est une constatation. Nous, Européens, on a une vision peut-être un peu différente, dans la mesure où quand il nous dit que Trump a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de crise au niveau international, il a raison, il n'y a pas une crise internationale qui interpelle directement les intérêts américains. Mais en revanche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'échelle de la planète, notre malheureuse planète se porte très très mal. Je vous ai déjà dit que j'avais fini un bouquin qui s'appelle non plus le Nouvel Ordre Mondial, mais le Nouveau Désordre Mondial. Il y a bien longtemps que la planète n'a pas connu autant de crises, autant de drames, en particulier au Moyen-Orient, par exemple. Moyen-Orient, Syrie. Quelques mots sur le retrait. Le 21 décembre, effectivement, M. Trump a annoncé le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Première remarque, et en Syrie. Ou en Syrie, plus en Afghanistan. Alors l'Afghanistan, on pourra en parler, nous y reviendrons, mais je suis effectivement, comme la plupart des Européens et des observateurs, un peu réservé. Comme le disait Michael, ce retrait, on doit mettre de gros guillemets, puisque, vous l'évoquez à l'instant, Michael Pompeo dit quelque chose, mais à la même heure, avec une mission un petit peu différente, John Bolton nuancé de manière tout à fait régulière. Moi, j'ai 2 ou 3 propositions, non pas propositions, mais commentaires à faire concernant cette proposition de retrait. Me semble-t-il, au positif, si on croit que Trump va effectivement faire un retrait définitif, on peut l'expliquer, il y a des arguments, on peut l'expliquer parce que Trump, je le répète, est un homme d'affaires,
que Trump en particulier considère désormais que la Syrie en général, mais surtout le Moyen-Orient en particulier, n'est plus l'objectif majeur pour les intérêts économiques américains. Je prends un exemple qu'on évoque à mon sens malheureusement trop rarement, le pétrole. Il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, mon cher Abdelatif, on en avait parlé, le pétrole c'était un élément incontournable pour les Américains. Aujourd'hui non, les Américains, on le dit trop souvent à Paris, sont désormais des exportateurs de pétrole. Les schistes et bitumineux. D'ailleurs, petite parenthèse en passant, ça explique en grande partie aussi la position très originale, et c'est un euphémisme dans la bouche, des Américains en général et de Trump en particulier vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis de etc., etc. Inutile de vous dire que c'est pas demain la veille que les Américains vont expliquer qu'il faudra fermer l'exploitation des schistes bitumineux et du pétrole aux États-Unis. Fermons la parenthèse. Bref, le pétrole n'est plus devenu un élément majeur intéressant pour l'économie américaine à l'échelle du Moyen-Orient. Il y a un deuxième exemple, et là je crois que Michael sera pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi je tiens beaucoup à l'évoquer, c'est que me semble-t-il, on commence à sentir un certain nombre de prémices de la lassitude de l'opinion publique américaine vis-à-vis de ces engagements. Certains craignent un nouveau Vietnam, de telle sorte que je crois qu'on ne va pas faire totalement l'impasse sur cet élément de lassitude. Alors ça, c'est si on croit effectivement à un retrait définitif. Cela dit, moi, personnellement, aujourd'hui, je mets de gros guillemets à retrait, sans parler de l'initiative et des propos de John Bolton. Je crois que le retrait va être relativement symptomatique. Bush va faire une petite démonstration, mais que, je ne dis pas dans le mar de café, ça m'étonnerait fort qu'il y ait un retrait définitif pendant quelques temps, ne serait-ce d'abord parce que ça change, les données changent, et puis d'autre part, le gros argument, et là je vais à l'essentiel, de Trump, si je l'ai bien écouté, c'est nous retirons les GIs de Syrie parce que le danger de Daesh n'existe plus. On a détruit Daesh. Permettez-moi d'être très réservé. Je crois que si effectivement il croit fondamentalement que Daesh c'est terminé, je crois qu'il se trompe et qu'effectivement, sous d'autres formes, en particulier des formes de guérilla, ce serait particulièrement irresponsable de considérer que l'hypothèque Daesh est levée. Monsieur le Président, comme vous le savez, il nous reste presque une vingtaine de minutes par rapport à votre intervention tous les deux. Il me reste au moins 4 questions, 2 à chacun. Il y a une question qui est un petit peu, qui est dans la même région, sans aller jusqu'à accepter l'analyse selon laquelle le président Trump implique exactement l'agenda de M. Benjamin Netanyahu. On constate, jusqu'à maintenant, que Israël a été pratiquement le seul pays qui a été épargné. Qu'en concluez-vous, Monsieur le Président? Oui, mais écoutez, la réponse me paraît relativement simple. On évoquait rapidement et de manière indirecte avec Michael le fait que Trump a une position relativement originale. Le moins qu'on puisse se dire, et là je pense que c'est une banalité et j'apprends rien à nos auditeurs, c'est que Trump est aussi agressif régulièrement à l'égard de ses alliés, à l'égard de ses partenaires, qu'à l'égard de ses ennemis ou ses adversaires. Mieux même, de temps à autre, on peut trouver des exemples où c'est même pire. Parce que effectivement, les intérêts économiques sont, aux yeux de Trump, beaucoup plus importants que les intérêts stratégiques. Alors, pour changer d'échelle, vous le savez, en géopolitique, on s'intéresse beaucoup à l'échelle. Quand vous constatez effectivement le panorama des interventions de Trump depuis 2 ans, il y a très peu, vous disiez, presque un seul pays était épargné, ou quasiment, c'est pas tout à fait exact, à l'échelle de la planète, on n'y reviendra pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Trump est très gentil, en revanche, vis-à-vis des pays latino-américains. Et pourquoi? Parce que Trump, et là j'en suis persuadé, est-ce qu'il a relu la doctrine Monroe ou est-ce qu'on l'a inspiré? Trump est persuadé que America First, l'Amérique d'abord, c'est que l'Amérique, c'est dans son esprit les États-Unis certes, mais c'est aussi l'échelle de l'hémisphère américain. D'où par parenthèse, juste une petite parenthèse, le fait, c'est pas du tout anecdotique, le fait que Trump a été le tout premier à féliciter, par exemple, Bolsonaro lors de son élection au Brésil, je ferme la parenthèse. Alors, à l'échelle du Moyen-Orient, celle qui nous intéresse directement, c'est pas nouveau, effectivement, de protéger Israël. Israël est l'allié privilégié des États-Unis depuis quasiment la nuit des temps, pour des raisons stratégiques, pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons internes. C'est pas faire injure à l'opinion publique américaine de rappeler que l'opinion publique américaine, il y a aussi des communautés, il y a aussi des actions, il y a aussi des lobbies au bon sens du terme, et que effectivement la communauté en question ne peut pas laisser indifférente Trump, qui, je vous le rappelle, mais c'est une banalité aussi, a été le premier président des États-Unis à proposer le déplacement physique, c'est plus un symbole de l'ambassade des États-Unis en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Tout ceci pour vous dire que effectivement,
à l'exception d'Israël et des pays latino-américains, à l'échelle de la planète, effectivement, pour Trump, économie d'abord, priorité America First, et que, alliés ou pas alliés, je prends un exemple, et comme j'ai dit que vous avez été très bavard, vous ne vais pas me retourner le compliment ou la critique. Quand vous jetez un coup d'œil sur la fameuse liste des États préoccupants, de mon temps, on disait des États voyous. Il y avait toute une litanie de listes, de pays, mais ces pays sont à géométrie variable, certains ont disparu, la Libye, par exemple, est pour cause, l'Irak aussi, par exemple, Cuba, a fortiori. Cuba, effectivement, désormais, Trump a bien compris qu'il fallait faire ami-ami. En revanche, vous avez effectivement une liste qui est de plus en plus réduite et dans laquelle figure, en revanche, et là je réponds directement à votre question, puis vous parlez de Bachar al-Assad, la Syrie, et je ne lis pas volontairement, je vous le répète, je ne lis pas dans le mar de café, mais en ce qui me concerne, je suis relativement pessimiste quant au devenir proche, on pourrait parler de la Turquie, on pourrait parler des Kurdes, etc., quant à l'avenir proche de ce malheureux pays. Bien sûr. Là, je m'adresse à mon confrère qui est bavard comme moi, Michael Kurtley. Michael, est-ce que ses motivations sont-ils purement, je parle de président Trump, ses motivations sont-ils purement nationalistes ou s'inspire-t-il d'autres philosophies que celles d'un ex-homme d'affaires? S'agit-il de pérenniser l'hégémonie américaine sur le monde et aux autres de payer la facture? Bien que, d'abord, je voudrais rejoindre ce qu'a dit le président, Monsieur le Président, parce que je crois qu'il a tout à fait raison quand il dit que l'impulsion du président Trump, c'est poursuivre une certaine volonté d'une certaine partie des Américains qu'on peut appeler la base du président Trump. Et c'est là où on retrouve, à mon avis, la réponse à ta question. Qu'est-ce qui le motive? Il y a deux choses dans mon sens. Il y a premièrement, il s'est fait élire contre toute attente, mais en se référant d'une façon populiste à cette base américaine qui en a ras-le-bol, qui a ras-le-bol des interventions à l'étranger, qui a ras-le-bol de se sentir laissé pour compte dans beaucoup de décisions et par rapport à des questions culturelles et religieuses aux États-Unis. Donc, cette motivation, toujours et pour toujours, sera de faire plaisir à sa base. On a pu remarquer, par exemple, que tous les autres présidents avant lui, une fois élus, commencent à élargir leur base. Le président Trump, il n'essaie vraiment pas à élargir. Au contraire, dans un certain sens, on peut dire que ça s'est restreint. On va voir comment ça se passera au niveau des élections de 2020. Mais pour l'instant, le président Trump n'a pas l'air de se soucier trop d'une base plus large que ceux qui l'ont élu. Donc ça, c'est une inspiration et on peut pas dire, à mon avis, que c'est nationaliste dans le sens traditionnel du terme nationalisme qui provient plutôt des questions d'autoritarisme et même de totalitarisme. Et donc je n'irai pas jusqu'à appeler le gouvernement du président Trump nationaliste, ni sa philosophie, mais il est très, très pro-américain. L'autre motivation très importante, et il faut jamais le dire, et c'est pas seulement la motivation de Trump, mais de tous ceux qui l'entourent, c'est de carrément détruire l'héritage du président Obama. Je crois que même, comme tu le sais très bien, même jusqu'à il y a 7-8 ans où il a commencé à prévaloir l'idée que Obama n'était pas né américain, je crois que jusqu'à maintenant, il en veut vraiment, et comme beaucoup d'Américains blancs aux États-Unis, au fait qu'Obama soit élu président et en même temps, il critique Obama d'avoir laissé pour compte l'expansion militaire américaine et surtout la possibilité pour l'Amérique de gagner un certain avantage par rapport à l'Europe économiquement et par rapport à l'Afrique et d'autres endroits vis-à-vis de la Chine. Donc, il y a ces deux motivations. Et donc, pour se faire réélire, il va créer l'impression du chaos. Et ce chaos va de droite et de gauche, mais toujours dans le sens de garder à l'attention, de se garder à l'attention des Américains, d'abord à sa base, mais aux autres qui le critiquent, parce que comme dit l'ancien slogan, il faut qu'on parle de soi-même, il faut que les autres parlent de moi, autrement je n'existe pas.
Effectivement, c'est le slogan de la communication de tout chef d'État ou homme d'État qui souhaite se faire un nom. C'est valable dans les pays en voie de développement, mais aussi c'est valable chez les pays développés. Cher Président, une dernière question. Est-ce que la cohérence en matière de politique étrangère américaine connaît ses limites à solutionner les problèmes de l'islamisme intégriste, l'arsenal nucléaire coréen et iranien, stopper l'offensive de la Chine dans le monde et notamment en Afrique? Oui, votre question, cher Abdelatif, est très composite. Je ne peux pas vous donner une réponse commune aux 3 exemples concrets. Alors je vais bien entendu. aller à l'essentiel. Bien entendu. La cohérence à l'égard de l'islamisme me paraît évidente depuis longtemps, à la réserve près que, et là je rejoins Michael, quand il nous a dit tout à l'heure que Trump a de la chance pour que ça dure, car au niveau des attentats en particulier sur le territoire américain, fort heureusement, depuis 20 ans, le territoire paraît sauvegardé, se libère fort heureusement pour l'instant. Et comme je ne sais pas ce que Dieu nous prépare sur ce sujet. L'exemple du nucléaire est très intéressant pour évoquer à la fois la politique de Trump et l'apparente incohérence. Vous avez cité à juste titre la Corée du Nord et l'Iran avec 2 attitudes tout à fait différentes. Je n'en parle rien à vos auditeurs en rappelant que effectivement Trump a fait beaucoup parler de lui en changeant au moins en apparence de politique au niveau au moins, je le répète volontairement, de l'affichage avec notre bon vieil ami Kim Jong-un. Ça s'est coulé beaucoup d'encre, on en parle un peu moins depuis quelques temps, il n'empêche que la problématique, les échanges, les rencontres entre Trump et Kim Jong-un, prononciation non garantie, sont tout à fait révélatrices. A contrario, l'Iran a une position tout à fait différente avec le boycott, l'embargo, etc., etc. En réalité, tout ceci me paraît tout à fait complémentaire. Est-ce que c'est sciemment ou consciemment ou inconsciemment? Est-ce que c'est le Pentagone qui influence sans doute un peu le président Trump? Et incontestablement, dans ses initiatives multiples, concernant la problématique du nucléaire, et Dieu sait que c'est un problème important à l'échelle de l'humanité, ça concerne tout le monde, évoquer à la fois les dangers du nucléaire iranien, constamment souligné par Trump, tenter de régler le problème nord-coréen par une autre voie, la voie du pacifisme, ça permet à Trump de montrer, s'il y arrive, qu'il contribue à la paix dans le monde en éradiquant les problèmes du nucléaire, ce qui n'empêche pas, en parallèle, le même Trump de refuser de négocier un certain nombre de traités, de type que je ne veux pas entrer trop dans les détails des spécialistes, ne serait-ce que parce qu'il marque un petit peu le pas par rapport aux initiatives de ses prédécesseurs. Je songe à Bill Clinton, je songe, même si c'est le Congrès républicain qui, comme vous le savez, a refusé la ratification en 1999 du foulée de George W. Bush et a fortiori dans la foulée d'Obama. Donc tout ceci pour dire que l'exemple du nucléaire montre que l'apparence incohérence et en réalité, quand on gratte un peu, beaucoup plus cohérente qu'il n'y paraît. Vous évoquez alors un sujet qui nous est très cher, Michael et moi, à savoir l'Afrique. Le fait est que les Américains ont été longtemps relativement absents du continent africain. Cocorico, il y avait la France-Afrique. Le Cocorico est une... Je plaisante à moitié. Il y avait l'Empire britannique. Ces 2 puissances, pour des tas de raisons, vous le savez, ont été priées directement ou indirectement, sinon de quitter les lieux, d'être moins présents. Mais effectivement, quand les États-Unis et leurs alliés canadiens, pour des raisons d'ordre essentiellement économique dans un premier temps et stratégique d'autre part, dans un second temps, je pense notamment au golfe de Guinée, s'implantent en Afrique, que rencontrent-ils? Effectivement, les intérêts, la présence de plus en plus impressionnante de nos amis chinois. Et on retombe effectivement, pour moi c'est un leitmotiv, si Trump s'intéresse au continent africain, à mon humble avis, c'est pas pour les beaux yeux des Ivoiriennes ou des Sénégalaises, c'est effectivement que les intérêts économiques sont de plus en plus américains, sont de plus en plus contrariés par des velléités particulièrement spectaculaires de Pékin, de la République populaire de Chine. Écoutez, les choses sont claires, Monsieur le Président. Ma question à Michael Kurtlis, s'il veut rebondir, bien entendu, sur cet aspect-là, surtout cet aspect de politique étrangère américaine, c'est ses limites, quelque part, chez les uns, mais par contre, chez les Américains, c'est une stratégie. Est-ce que la self-confidence, Michael, peut avoir ses limites avec le temps au niveau intérieur et extérieur? Il suscite le rejet et le mécontentement et des risques graves pour la paix dans le monde.
Mais tu soulèves les questions, je crois. Ça, c'est une question comme l'autre, d'ailleurs, juste auparavant, qui a, disons, beaucoup d'ampliation, beaucoup de possibilités de réponse. Je crois que... C'est l'objectif, Michael. Hein? Au niveau intérieur des États-Unis, on va voir ce qui se passe là. Il y a des démocrates qui sont arrivés au pouvoir dans le Congrès. On va voir jusqu'où ils veulent aller. Ils peuvent même aller jusqu'à essayer de destituer le président Trump. C'est possible. Donc, il y a des freins certains qui vont exister au niveau du Congrès américain par rapport à la volonté de Trump dans le monde entier. Donc, au niveau, et on va voir comment ça se passe également pour l'élection présidentielle en 2020. On va voir aussi si le président Trump, une fois qu'il se mettra en route pour l'élection nouvelle, en vue de ce qui se passe dans le reste des États-Unis, comment il va se présenter. Et moi, je ne parierai pas dessous pour dire que Trump va aller rester carrément avec sa base, parce que comme il a toujours dit, sa base le suivra quoi qu'il en soit. Donc, par rapport au reste du monde, personnellement, je crois qu'il y a des risques graves, mais je crois que les alliés, en Europe notamment, et même ailleurs, même dans le Pacifique, sont un peu dans l'attente. Ils veulent voir s'il va y avoir des freins mis, disons, aux gesticulations un peu chaotiques du président Trump, et ils veulent voir s'il va être réélu. Je crois que ça aussi. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'alliance de l'OTAN, sauf s'il y a un risque spécifique, par exemple, que la Russie envahisse l'Estonie, par exemple, sauf à défaut de risque spécifique, je crois personnellement qu'il va y avoir un réajustement un peu cynique par rapport aux agissements de l'Amérique, mais je ne crois pas personnellement qu'il y a un risque grave pour la paix dans le monde actuellement. N'oublions pas que Trump regarde les relations internationales en termes transactionnels. Et ça veut dire que s'il y a une transaction à faire dans l'avenir par rapport à des questions qui touchent directement à sa présidence, il agirait en fonction de sorte. Je crois que, pour l'instant, il fait face à une situation qui crée. Donc, quand il s'agit de négocier de position de force actuellement. On va voir comment ça se passe dans l'avenir. Bien entendu, l'avenir nous dira davantage, mais en tenant compte des déclarations des uns et des autres, par rapport à dès le début de cette émission, on constate comme quoi réellement il n'y a pas un climat de crise aux États-Unis, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de quelque chose comme ça a été produit chez les autres présidents. Mais par contre, comme vous l'avez bien dit, on est en train de vivre des créations de situations de crise. Alors, sommes-nous face à un plan minutieusement préparé, prémédité, où on assiste impuissant devant une pièce de théâtre à plusieurs acteurs actifs, mais d'autres de deuxième plan, pour atteindre l'objectif souhaité, à savoir une domination sans partage du monde, en créant un ordre mondial de domination, chez les uns appelé le désordre, mais chez les autres appelé ordre mondial de domination kabbaliste sans valeur humaniste. Oui, Abdelatif, de nouveau Jacques Sopelsa. Je suis tout à fait d'accord avec votre image, une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, bon, c'est pas nouveau. Il y a effectivement des acteurs principaux, des rôles principaux, des acteurs secondaires, et puis des acteurs dont on ne parle pas, qui sont en coulisses. Je vais vous parler de mon prochain bouquin, Le Nouveau Désordre Mondial. Avec plaisir. Ça gère en rien. Il y a effectivement des acteurs principaux. On a évoqué, pourquoi c'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, on a évoqué un des rôles principaux, à savoir tenu de manière effectivement assez impressionnante, c'est encore un euphémisme, par Donald Trump, mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent considérer, qui peuvent jouer une partie, un rôle extrêmement important. Nous n'avons pas, c'est d'ailleurs tout à fait révélateur, je peux être coupable, nous n'avons pas évoqué la silhouette de M. Poutine dans notre conversation. Incontestablement, la Russie devrait avoir sa part dans la gestion prochaine du nouvel ordre ou du nouveau désordre mondial. Nous n'avons pas évoqué, c'est encore plus spectaculaire et ça touche alors directement la problématique de la Syrie, encore un personnage intéressant, à savoir M. Erdogan. M. Erdogan, c'est toute la problématique kurde. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, la plupart des opposants
aux États-Unis, en particulier démocrates, à l'idée du retrait de la Syrie, ont utilisé comme argument le fait que nous lâcherions, et l'argument est évoqué aussi en Union européenne, nous lâcherions avec ce retrait définitif, la cause, nous abandonnerons la cause de nos amis kurdes. Alors tout ceci est effectivement complexe. On a évoqué Pékin, on a évoqué Kim Jong-un, on a évoqué un certain nombre de partenaires. On n'a pas évoqué l'Inde et les fameux BRICS, mais tout ceci pour vous dire qu'en ce qui me concerne, je le répète, je ne crois pas au fait que Trump va endosser l'avis de gendarme du monde, au sens classique, au sens stratégique du terme. Un petit bémol concernant ce qui a été évoqué précédemment, Trump a effectivement beaucoup de sens, entre guillemets, dans la mesure où depuis 2 ans, il n'y a pas de très grande crise internationale. Il n'empêche que si je connais un peu, moins bien certes que Michael, la donne politique, de la géopolitique interne des États-Unis, en règle générale, les élections américaines ne sont pas totalement gagnées sur le problème des relations internationales. Le Texan s'intéresse davantage au Texas qu'à ce qui se passe en Iran, sauf naturellement quand on va arriver ou à l'Afghanistan, quand on va arriver des cadavres de GI, et la Californie, généralement, j'insiste pas, je crois que c'est relativement évident. Donc ce sujet, d'ailleurs ça me permet de faire juste un petit rappel très, très bref à propos de ce fameux retrait. On n'a pas dit un mot du retrait de l'Afghanistan. Je crois effectivement que, autant je suis réservé sur le retrait réel en Syrie, autant je porte quelques crédits à la proposition de retrait en Afghanistan pour 2 raisons. D'abord, là, il y a une lassitude incontestable. De mémoire, je crois qu'il y a même plus de 1700 ou 2800 soldats américains sont tombés depuis le déclenchement de la guerre, depuis la chute des talibans, sont tombés du côté de Kaboul. Ça, c'est une remarque. Et d'autre part, et surtout, et là, on retombe sur des considérations de géopolitique générale, l'Afghanistan, c'est pas la Syrie, l'Afghanistan est à proximité du Pakistan, de l'Union indienne et de la Chine, de telle sorte que Trump ne peut pas ne pas songer au fait que la donne de ce secteur de l'Asie méridionale, ce fameux ventre mou de l'Asie, ne peut pas ne pas concerner, double négation, les 3 puissances que je viens d'évoquer. Tout ça pour vous dire que oui, premier rôle de Trump sur notre théâtre planétaire, avec ses qualités, à tous les sens du terme, chef d'entreprise, oui, ça me paraît de plus en plus évident. Endosser la panoplie du gendarme du monde telle qu'elle était décrite du temps de Eisenhower ou du regretté Kennedy, là je suis beaucoup plus réservé. Michael, de mon côté, d'abord je voudrais te remercier d'avoir invité Monsieur le Président et moi-même à partager le plateau ensemble. C'était un honneur pour moi d'être avec le Président. C'est réciproque. Écoutez, le plaisir est pour nous aussi, pour l'auditoire. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. C'est une expérience peut-être à répéter, c'est sympa. Bien sûr. Ça nous donne la possibilité de se chamailler un tout petit peu, peut-être. Très gentiment. Très gentiment. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, je rejoins tout ce qu'a dit M. Sopelsa, en rajoutant quelques petites remarques. Voilà, je crois que on ne peut pas dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une administration américaine qui n'a pas, comme tu as dit, eu l'objectif souhaité à quelque part dominer le monde. Je crois que c'est un peu le destin souhaité des Américains non seulement de dominer le monde, mais aussi d'offrir une certaine vision du monde peut-être un peu humaniste. Et c'est là où peut-être l'administration Trump ne partage pas cet effort philosophique par rapport au reste du monde. Sa façon de présenter la volonté américaine, pas nécessairement de changer la volonté américaine, est très, disons, très pratique et très pragmatique et surtout dépourvue de beaucoup de considérations humanitaires et humanistes. Donc, je crois que c'est plutôt au niveau de la façon de se présenter. Mais je crois que ça compte. Ce n'est pas pour dire que ça ne compte pas. C'est-à-dire pour les Américains, ça compte. Pour les Américains eux-mêmes, ils ont envie de penser qu'ils représentent un pays qui sème, disons, de la liberté, de la démocratie et surtout de l'humanité au reste du monde à travers peut-être la culture américaine. Ça, c'est la volonté de l'interne des États-Unis, mais aussi à l'externe. Je crois que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, que ça soit en Europe, le rêve américain est réel.
Et on ne sait pas aujourd'hui, en tout cas moi, je ne peux pas dire avec clarté que l'administration Trump représente ce que j'appellerais le rêve américain, ni dans un sens ni dans un autre. Écoutez, Monsieur le Président de l'Académie internationale de géopolitique à Paris et l'ex-président de la Sorbonne, maire adjoint du 5e arrondissement de Paris, et Monsieur Michael Kurtley, l'observateur international de renom, expert en géopolitique et journaliste américain spécialiste de l'Afrique et du monde arabe, consultant international. Je tiens à vous remercier infiniment de cette vision plutôt américaine et française. Le dossier aujourd'hui, le dossier des États-Unis, comme juste pour information, je serais heureux si vous restez branchés sur le net sur radiopluriel.fr. Il y a d'autres intervenants, notamment 3 intervenants de renom, Monsieur Alain Corvez, le colonel Alain Corvez, que je crois vous connaissez, et aussi Monsieur Olivier Gérald, le journaliste américain, franco-américain aussi, qui va participer avec nous après vous, et à la fin, le Syrien, Monsieur Sam Tahan, qui va aussi donner son point de vue sur l'aspect syrien, et ainsi que le plateau global de cette émission sera complété avec, bien entendu, une synthèse globale qui sera diffusée d'ici peu sur le net. Merci infiniment, chers amis. Avec plaisir. Avec toi, Latif. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.